Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne de Mystery Story. Alors tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci. Vraiment merci pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos visionnages et même pour vos abonnements. Vraiment un tout grand merci de Mystery Story. Continuez comme ça fait vraiment chaud au cœur. C'est pour ça que je le fais, pour la mémoire des familles, pour pouvoir vous faire connaître ces affaires. Et vraiment, ça me touche énormément, même si c'est pas grand-chose. Votre soutien me touche beaucoup. Ok. Alors, je vous avais promis une vidéo urbex pour commencer. Le programme va être un petit peu différent en fait. Voilà, j'ai su faire une reconnaissance des lieux, etc. On va y aller avec ma femme d'ici quelques jours, mais on n'a vraiment pas pu faire plus vite avant d'y aller. Donc voilà. Tout d'abord, je vais alors commencer par une vidéo de disparition mystérieuse. Pas mystérieuse, à vous d'en juger. Alors, aujourd'hui, on va vraiment, je vais dire, parler du cas de disparition de deux jeunes Belges de Flandre orientale qui ont disparu donc en 2005 au Venezuela. Et donc, ces deux jeunes s'appellent Casper Knops et Christophe Vasseur. Donc voilà, ces deux jeunes, Casper Knops est diplômé comme géographe, tout juste diplômé. Christophe Vasseur, lui, est diplômé comme géomètre, donc c'est vraiment, on va dire, une branche plus ou moins similaire. Donc, ils sympathisent, je vais dire, dans le cadre de leurs études, vraiment, et ils deviennent bons amis. Alors, une fois leur diplôme en main, ils veulent faire une petite pause, hein, ce qui peut tout à fait se comprendre, voilà, après autant d'années d'études. Et donc, ils se disent, pourquoi pas, maintenant qu'on a notre diplôme, avant de commencer à bosser, partir se faire un petit trek de 5 à 6 semaines au Venezuela, qui est, cela dit, un très beau pays que j'ai eu la possibilité de visiter grâce à mes parents dans ma jeunesse, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, merci à vous. Et c'est vraiment un très beau pays qui a plein de choses à découvrir, tant au niveau terrestre qu'au niveau maritime, que tout, vraiment au niveau social, à tous les niveaux, c'est vraiment un chouette pays. Et d'après ce que j'ai pu lire, vraiment, les garçons, ils partent comme, on va dire qu'ils nomment ça comme vraiment le voyage d'une vie. Donc voilà, le 1er novembre 2005, les voilà partis, leur avion décolle donc pour Caracas au Venezuela. On dit au revoir à la famille, on fait les bisous, mais on est en mode super excité, trop envie de partir entre potes et tout. Et ils ont prévu de revenir le 13 décembre, donc 2005. Donc voilà, ça leur laisse 6 bonnes semaines sur place. Donc voilà, le 1er novembre, ils partent, ils arrivent au Venezuela. Donc au départ, voilà, ils visitent un petit peu, puis ils logent chez l'habitant. Donc ils trouvent une dame très sympathique qui les accueille, qui les nourrit, qui les loge, etc. Ça se passe très bien, jusque plus ou moins au 20 novembre. Le 20 novembre, en fait, donc c'est la dernière fois que les familles de Christophe et de Casper reçoivent des nouvelles. Donc, est-ce que c'est un SMS? Est-ce que c'est par email, carte postale? C'est très difficile à dire. J'ai eu difficile à trouver les informations vraiment exactes. Il faut bien revenir, on est quand même en 2005. Bien évidemment, on a plein de moyens de communication. Mais on n'est pas en 2021 non plus où tout le monde a un iPhone, on est bien d'accord. On est au Venezuela, c'est quand même pas tout près. Et donc voilà. À partir du 20 novembre, donc, il n'y a plus de nouvelles envers leur famille, envers personne, hein, ni les amis, ni la famille, mais il n'y a plus de nouvelles. Voilà, on saura plus tard que les garçons auront été aperçus le 21 ou le 22, ça diverge suivant les articles. Voilà, le 21 ou le 22, ça c'est sûr, aux abords de la ville de Mérida. Donc en fait, il faut savoir que, donc voilà, donc ils ont traversé un petit peu le Venezuela, ils ont visité le pays, et puis donc ils arrivent à la ville de Mérida, et près de la ville de Mérida, il y a une petite ville, un petit village qui s'appelle El Pico Espejo. Et donc, El Pico Espejo, de là, il y a un téléphérique qui part pour se rendre dans la vallée de la Fria. Je vous montre des illustrations de la vallée de la Fria, voilà. Donc, en fait, la vallée de la Fria, c'est là où ils devaient se rendre pour leur dernière étape. Donc, on va compter à partir du 20 novembre, à mon avis, ils comptaient arriver, rester plus ou moins une semaine, vers le 27-28 novembre, faire demi-tour, repartir dans l'autre sens, pour pouvoir prendre leur vol le 13 décembre. Donc voilà. Le problème qui se pose, c'est que quand ils arrivent à Pico Espejo, le téléphérique est en panne. Ça, c'est vraiment pas de bol, on va le dire, c'est vraiment pas de bol, hein. Il serait arrivé peut-être une semaine avant ou une semaine après, le téléphérique, il allait. Mais bref, ils n'ont pas de chance. Du coup, ils parlent entre eux, ils réfléchissent un peu, qu'est-ce qu'on fait?
il nous reste quand même encore une vingtaine de jours avant de rentrer, on a vraiment envie de voir la vallée de la Fria, on va arriver à notre terminus. Tant pis, le téléphérique est en panne, on va le faire à pied. Les garçons décident le 20 novembre, donc, comme le téléphérique est en panne, de descendre la vallée de la Fria par les sentiers à pied, ce qui va leur prendre plusieurs jours. Donc, ils vont camper, bien évidemment, sur place. Vous savez bien qu'ils ne vont pas marcher pendant 5 jours sans s'arrêter, les pauvres, c'est impossible. Donc, voilà. Donc, ils démarrent, tout se passe bien sur le sentier. Donc, entre le 21, le 22, le 23, toujours pas de nouvelles à la famille, mais ils sont sur le sentier de la Fria. Donc, ils ont expliqué un petit peu à leur famille que le téléphérique était en panne, qu'ils allaient devoir partir à peu près pour une semaine, le temps de rejoindre, vraiment de descendre la vallée de la Fria jusqu'à leur point final. Et donc, voilà. On va dire la famille, dans les premiers temps, ne se tracasse pas parce qu'ils ont été prévenus que les garçons allaient emprunter des sentiers qui sont tout à fait accessibles et où il y a, on en reviendra plus tard, mais quand même pas mal de passages. Mais il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas d'endroit d'où avoir du réseau ou pour pouvoir contacter leur famille. Donc on ne se tracasse pas trop au départ. Donc voilà, les choses se passent. Et puis, le 13 décembre, la famille arrive à l'aéroport, les familles arrivent à l'aéroport, vraiment très très contentes de revoir leurs deux proches qui sont partis depuis maintenant 6 semaines, qui sont quand même relativement jeunes. Imaginez-vous, 23, 24 ans. Pour les parents, c'est peut-être la première fois que leur fils fait un voyage aussi long. Donc ils sont vraiment super contents, ils sont un petit peu dans l'angoisse parce que ils n'ont toujours pas eu de nouvelles en fait. Depuis le 20 novembre, ils n'ont toujours pas eu de nouvelles. Donc là, on est quand même 23 jours plus tard. Donc ils sont vraiment très très impatients de les revoir, mais ils sont quand même un petit peu en mode stress. Qu'ils arrivent à l'aéroport, je pense, de Zaventem. Je suis quasi sûr, mais voilà, je ne veux pas dire de bêtises, donc voilà. Et voilà, donc l'avion pour Caracas arrive, les passagers arrivent, débarquent, prennent leurs valises, le vol se vide, et ben voilà, il n'y a ni Casper ni Christophe. Les garçons ne sont pas dans l'avion. Donc il est clair qu'ils n'ont pas embarqué à Caracas. Et alors là, vous vous doutez bien, c'est plus de l'inquiétude ou se poser des questions. Là, on est vraiment sur, je vais dire, on commence vraiment à psychoter du côté de la famille et à se dire que là, il y a quelque chose qui n'est vraiment, vraiment pas normal du tout. Donc, directement, et ça a été donc le jour même, le 13 décembre 2005, les familles inquiètes préviennent l'ambassade de Belgique pour signifier qu'ils n'ont plus de nouvelles depuis le 20 novembre, donc 20 jours avant, et que voilà, ce n'est pas normal, ce n'aurait pas été dans leurs habitudes, ce n'est pas une logique que leurs deux fils de 23 et de 24 ans, qui sont des gens tout à fait bien, qui étaient partis pour un voyage entre potes, voilà, c'était génial, ils étaient super contents de partir, très certainement super contents de retourner le 13 aussi, parce que c'est 6 semaines, c'est loin de leur famille, de leurs amis, voilà. Donc, les familles donc, signalent à l'ambassade de Belgique le 13 décembre la disparition. Alors tout de suite, vraiment très très rapidement, l'ambassade de Belgique prend les choses très très au sérieux et donc contacte les autorités, je vais dire, compétentes au Venezuela afin de dire que 2 de leurs concitoyens sont partis au Venezuela et que depuis le 20 novembre, il n'y a plus une seule nouvelle envers la Belgique. Donc voilà, c'est relativement rapidement que les autorités vénézuéliennes prennent les choses en main. On m'a dit, donc dans certains articles, j'ai vu que c'est une semaine après la déclaration, donc une semaine après le 13, qui nous ramènerait plus ou moins au 20 décembre. Et pourtant, j'ai vu dans plusieurs articles qu'apparemment, le nécessaire vraiment va être fait à partir du 16 décembre. Donc c'est-à-dire 3 jours après la disparition vraiment portée à connaissance par les parents et par l'ambassade, que les autorités vénézuéliennes vont vraiment lancer vraiment des recherches massives. Donc voilà, la vallée de la Fria est fouillée complètement. Le sentier et le secteur du Pico Espejo, où le téléphérique passe, est complètement retourné. Il y a plus d'une centaine d'hommes à terre avec des chiens renifleurs, des chiens pisteurs de cadavres. Il y a des hélicoptères avec des caméras infrarouges, des caméras thermiques qui tournent. Il y a même le soutien de l'armée aérienne vénézuélienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment comment dire, une search and rescue, c'est vraiment une équipe de recherche qui est mise en place, qui est apparemment extraordinaire. Et d'après les familles des disparus, ce que j'ai pu entendre, c'est que vraiment, vraiment, la société vénézuélienne, les autorités vénézuéliennes ont vraiment super, super bien collaboré et ont été très, très réactifs là-dessus. Bon. Toujours est-il que donc des fouilles sont organisées, on retourne tout.
pendant plus d'un mois. On ne retrouve strictement rien. Mais rien, rien, rien. Bon. Les parents, vous vous en rendez bien compte, n'en peuvent plus, c'est atroce, ils ne savent pas ce qui se passe, ils n'ont toujours pas de nouvelles. Là maintenant, on arrive en janvier 2006, ça fait plus d'un mois et demi qu'ils n'ont plus de nouvelles, et donc ils décident de partir à Caracas. En fait, entre-temps, le problème, donc c'est que début janvier, en fait, donc après un mois de recherche vraiment et de fouilles intensives, il va se passer deux éléments qui vont vraiment, vraiment de nouveau, je vais dire, on va considérer ça comme pas de chance pour les garçons, un peu comme leur panne du téléphérique. Le premier élément, c'est le climat. Le climat devient vraiment impossible pour les recherches. Il y a énormément de pluie, toutes les traces sont effacées, mais malgré ça, les recherches peuvent encore continuer. Mais alors le deuxième élément, et qui là va vraiment être totalement autre chose, c'est que, bien évidemment, il y a un avion à ce moment-là qui s'écrase dans la vallée de la Fria. Et donc, bien évidemment, toutes les recherches, absolument toutes, sont stoppées net pour pouvoir essayer de retrouver la carcasse de l'avion, les débris de l'avion, et porter secours aux victimes, s'il y a des victimes rescapées, bien entendu. Donc voilà, la famille donc de Casper Knopf et de Christophe Fasser arrive au Venezuela, refait le tour de la montagne qu'ils ont fait, refont tous les chemins qu'ils ont pu faire à la recherche de quelque chose, on ne sait jamais. Peut-être que les équipes de recherche, peut-être que les enquêteurs, peut-être que les hélicoptères, peut-être que les chiens sont passés à côté de quelque chose. Vous le verrez dans d'autres vidéos que je vais traiter par après. Ça arrive très très souvent, et on le dit ici, on dit des fois quand on cherche quelque chose, c'est sous nos yeux et on ne le voit pas. Eh ben, on peut partir sur, je vais dire, le même discours. Voilà. Donc ils se disent, on va refaire, nous, en tant que la famille, on va peut-être retrouver d'autres choses. Et je les comprends, cette incertitude doit être atroce, vraiment atroce, et vraiment grand, grand respect à eux. Et ils ont vraiment, je pense, dans cette affaire, comme dans toutes les affaires de disparition mystérieuse encore plus, ou de crimes irrésolus, les familles vraiment doivent vivre un enfer. Donc un grand respect à eux, et c'est pour eux et pour les victimes que je fais cette vidéo, et pour faire connaître ce cas qui m'a vraiment passionné, je le répète. Donc voilà, ils arrivent au Venezuela, il reste 2 semaines à peu près. Vous savez, c'est un pays qui est loin, c'est un coût financier, c'est le fait d'être là-bas, d'être dans un état d'esprit qui est totalement destructeur. Une fois sur place, on leur donne pas trop de nouvelles, ils savent pas trop bien, donc ils font vraiment par eux-mêmes. Mais voilà, après 2 semaines, il n'y a pas le choix à peu près, hein. Ils sont obligés de rentrer au pays parce que, ben voilà, je vais dire, les obligations financières, il y a plein d'autres choses, il y a leur vie sociale, il y a plein d'éléments qui font qu'ils ne peuvent pas y rester, voilà. Donc ils repartent. On arrive, ils n'ont toujours pas de nouvelles, quand on arrive au 20 avril 2006. Le 20 avril 2006, en fait, il y a deux jeunes garçons de 21 et 22 ans, deux Vénézuéliens, qui vont pour aller faire des achats dans un magasin. Je pense que c'est un magasin. Je vous donnerai plus d'informations dans des autres vidéos si vraiment j'arrive à en avoir plus, mais je vous assure que c'est très très difficile le travail de recherche. Ils arrivent dans ce magasin et en fait, le commerçant, ayant bien entendu parler de l'affaire, voit qu'un des deux jeunes essaye de payer avec une carte de banque qui appartient à Casper Knopf. Alors là, ni une ni deux, directement, et heureusement, merci à ce monsieur, il fait appel aux autorités, les deux jeunes sont arrêtés et interrogés. Donc voilà, on se rendra compte également que le jeune, un des deux, est également en possession de la carte 6 de Casper Knopf. Je ne sais pas trop si vous vous rappelez, je suppose que oui, mais voilà, maintenant c'est la carte d'identité pour tous, carte d'identité, carte d'identité. Avant, on avait la carte 6 qui était vraiment notre carte de mutuelle. Donc voilà, ils sont en possession de la carte 6 et de la carte de banque ING, pour pas citer non, de Casper Knopf, ce qui n'est pas normal du tout, puisque bien évidemment Casper et Christophe ont disparu en novembre. Donc voilà, là il y a un petit problème, et ils vont tout simplement, tranquillou, expliquer aux enquêteurs qu'en fait, ils ont entendu parler de l'affaire, ils ont entendu qu'il y aurait peut-être une récompense d'enfer, et donc ils avaient décidé d'aller pêcher. Et que, une fois qu'ils sont arrivés sur place, comme ils avaient entendu parler de l'affaire, l'air de rien, ils ont quand même tapé un petit coup d'œil. Et, comme par hasard, est-ce que vous vous rendez compte, comme par hasard, ils sont tombés sur un sac à dos. Et dans le sac à dos, il y avait la carte
de banque et la carte 6. Alors, moi, personnellement, vous ferez votre opinion. Je vais pas trop dire ce que moi j'en pense parce que voilà, je vous ai dit, j'ai essayé de contacter la famille vraiment. Euh, j'ai eu aucune réponse, je l'ai fait en plusieurs langues, j'ai contacté plusieurs membres. Maintenant, on est en 2005 à l'époque, donc je peux comprendre que la famille a peut-être envie qu'on lui foute la paix. Moi, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'est un cas qui m'a passionné, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, j'ai pas trop envie de m'avancer. Il y a une thèse officielle qui était rendue, donc voilà, voilà. Donc voilà, ces deux jeunes sont contrôlés. Et donc, il raconte à la police. Donc, de là, le 21 ou le 22 avril, veuillez m'excuser, euh, on voit que la police, bien évidemment, gèle le périmètre complet, là où les deux jeunes ont dit avoir trouvé ce qu'ils ont trouvé en expliquant qu'il y avait un sac à dos. Déjà, pour moi, excusez-moi, mais vous voyez qu'il y a un sac à dos, le reste de campement. Vous êtes au courant de l'affaire, vous savez qu'il y a une récompense, on s'en fout de la récompense. Perso, moi, il arrive quelque chose comme ça, je retrouve les gens, la récompense, je m'en fous, je préviens directement les autorités. Même si l'argent, on en a tous besoin, voilà, je m'en vais pas en chemin et rien dire, on est bien d'accord sur le truc. Donc, la police gèle la scène de crime, fait des fouilles, je vais dire, aux alentours d'où a été retrouvé le sac à dos. On retrouve en effet des restes d'une tente, on retrouve le fameux sac à dos. Dans le sac à dos, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. D'ailleurs, vous allez voir des photos de la carte de banque, de la carte 6 et de l'argent, donc des bolivars. Donc, c'est l'argent au Venezuela. Je pense que c'est 20 000 bolivars. Il faudrait faire la truc. Je pense que j'ai lu dans plusieurs articles qu'on était aux alentours de 150 euros. Mais enfin, voilà. Donc, eux, ils voient le sac à dos. Déjà, les jeunes, ils prennent la carte de banque dont ils n'ont pas le code. La carte 6 qui ne sert strictement à rien. Même s'ils ne le savent pas, ils viennent de Venezuela. Il n'y en a peut-être pas là-bas, je ne sais pas. Mais ils laissent l'argent. Déjà, c'est déjà très bizarre. Mais ils ne préviennent pas la police, c'est parce qu'ils se font arrêter que la police les interroge. Donc voilà. En effet, l'endroit où ils indiquent, on retrouve, comme je vous l'ai dit, un reste de campement, sac à dos, voilà. On fouille un petit peu, et 2 jours après, le 24 avril 2006, on retrouve des ossements humains. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est un détail, mais comme ça, voilà, vous savez un petit peu ce qu'a vécu la famille en plus de tout ça. C'est que pas très longtemps avant, on a retrouvé des cendres et les autorités, tout près de Mérida aussi, hein, donc pas très loin d'où les garçons étaient, les autorités ont déclaré que ces cendres étaient des restes humains calcinés. Donc, vous imaginez déjà l'horreur pour la famille à l'époque. Donc, les analyses ADN sont faites, il faut attendre des mois, quand je vous dis des mois, c'est des mois, pour que finalement, en fait, on comprenne que ces cendres n'ont rien du tout à voir avec Christophe Vasseur et Casper Knox. C'est bien des restes humains qui, je pense, n'ont pas pu être déterminés, mais ça n'a rien à voir avec eux. Donc, nous revoilà au 24 avril 2006. Les restes humains sont retrouvés. Les parents, bien évidemment, des deux familles sont mis au courant et on leur dit que des analyses ADN vont être faites. Ok. Alors, je vous dis, hein, pour les parents, vraiment, ça doit être une attente interminable. Doit vraiment être atroce. Ça doit vraiment être atroce. Encore un tout grand respect à vous si vraiment vous voyez cette émission, et je le fais pour vous, je le fais pour la mémoire de vos enfants, et je le fais vraiment pas pour le reste, soyez-en sûrs, et pour faire connaître cette affaire qui pour moi n'a pas été assez connue ici, et je pense qu'il y a même beaucoup d'entre vous qui regarderont la vidéo, j'espère que vous serez nombreux, qui n'en ont même jamais entendu parler, alors que ces jeunes habitaient entre 50 et 100 km de chez nous. On est bien d'accord. Maintenant, c'est une affaire qui date un petit peu, mais voilà. Moi je voulais en reparler, qu'elle date pas, parce que cette affaire m'a vraiment ému énormément et je voulais vous faire partager ça. Voilà. Donc, j'ai des commentaires. Donc, à partir du 24, les parents sont prévenus, comme je vous dis. On leur dit que des tests ADN vont être faits et qu'on les tient au courant. Alors, donc, vous imaginez l'angoisse, comme je vous dis. J'ai vu des commentaires au 5 juin. Donc là, on est au 24 avril quand même. On passe tout avril, enfin fin d'avril, on passe tout mai, on arrive début juin. Début juin. Alors, début juin, j'ai vu des commentaires de la famille, donc que ce soit la famille de Casper ou de Christophe, qui n'en peuvent plus. Ces gens n'en peuvent plus. Tout simplement, je vais vous le dire, excusez-moi, mais mon masque m'embête un peu. Voilà, coronavirus, merci beaucoup. On ne peut pas te remercier plus que de porter un masque tout le temps. De toute façon, je l'aurais fait hors corona avec un masque. Beaucoup d'entre vous savent qui je suis, mais je trouve ça assez cool qu'il y ait beaucoup de gens qui ne sachent pas.
mon visage qu'ils ne le connaissent pas. Je passe incognito. Yeah. Ok, donc voilà. La famille, le 5 juin, n'a toujours aucune nouvelle des résultats ADN. Non, mais déjà, ce n'est pas normal. On laisse cette famille, on les a. Donc, les autorités vénézuéliennes, apparemment, avaient bien participé. La famille était super contente de leur travail. Et là, ben, on s'en lave un peu les mains. Oh, la famille. Ouais, ouais, ouais. Ils l'apprendront quand ils l'apprendront. Donc là, la famille pète un peu un câble. Et en fait, plusieurs mois après, il va vraiment falloir attendre plusieurs mois. La famille est mise au courant que ben, les restes retrouvés, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous laisser y réfléchir une petite seconde. Vous croyez quoi? Est-ce que c'est les restes de Casper et de Christophe ou pas? La famille, ça fait des mois qu'elle attend. Hein, donc, est-ce que ça va encore être comme les cendres? Ah, désolé, hein, madame, monsieur, on s'est trompé. C'est pas votre enfant. Ah, soulagement, mais on le retrouvera peut-être. Ou non, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Là, plusieurs mois après, la famille est informée qu'il s'agit bien des restes de Christophe et de Casper. Alors là, vous vous imaginez un peu l'horreur pour la famille. Vraiment, c'est l'horreur pour les deux familles. Donc voilà, ils sont détruits. Voilà. Sa maman, la maman, je pense que c'est de Casper, mais je ne vais pas m'avancer. C'est la maman d'un des deux protagonistes de cette histoire. Quand elle est arrivée au Venezuela, donc je vous ai dit en début de l'année 2006, elle a commencé la descente en avion. Donc en commençant la descente en avion, on voit les montagnes. Et directement, je pense que c'est à son mari ou à un de ses proches, elle a regardé par le hublot et elle a dit, et je trouve ça vraiment très touchant, elle a dit, il est ici. Je sais que mon enfant repose dans ces montagnes. Et ça, vraiment, je l'ai trouvé très touchante. Et cette dame avait raison, il reposait bien dans ces montagnes. Donc voilà, les parents savent. C'est atroce, ils sont morts, mais les parents savent qu'ils sont décédés. J'avais vu aussi quelques commentaires où les parents disaient, on ne sait pas trop, on aimerait d'un autre côté qu'ils soient retenus prisonniers, parce que ça peut arriver au Venezuela, tu sais. On n'est pas très loin de la Colombie, il y a des trafics de drogue, on est vraiment en jungle, forêt, il peut y avoir des trafics d'organes, des trafics d'êtres humains, on est bien d'accord, plein de choses possibles. Et je sais que les parents avaient dit à l'époque, s'ils avaient été kidnappés, qu'ils étaient quelque part, au moins on est sûr qu'ils sont en vie. Et là, ben, voilà, tous les espoirs s'écroulent d'un coup, vraiment. Et donc voilà, là, ça devient vraiment une lutte de tous les jours pour ces pauvres gens. Et ils aspirent à une seule chose, soyons bien clairs, et ce qui est tout à fait normal, c'est de récupérer les restes de leurs enfants pour pouvoir leur faire un enterrement digne de ce nom et avoir la chair de leur chair près d'eux et pouvoir se recueillir quelque part. Et voilà, donc bien évidemment, ils vont demander que les restes de Casper et de Christophe soient rapatriés. Je vous dis ça, on est loin, on est sur le Venezuela, on est bien d'accord. Je pense que déjà, rien que inter-Europe, des choses comme ça, au niveau administratif, législatif, et en plus, quand on est dans une histoire un petit peu spéciale, peuvent prendre énormément de temps. Mais là, il faut bien se dire que ces gens ont attendu plusieurs mois encore après ça, avant de pouvoir récupérer la dépouille, les restes, je vais dire ça comme ça, veuillez m'excuser, mais les restes de leurs enfants, afin de pouvoir enfin leur faire une sépulture correcte. Voilà, donc ça se passe, il y a l'enterrement, donc je sais que Casper Knopp s'est enterré, d'après mes sources, dans sa ville natale et originale, qui est la ville de Vosselar. Je n'en sais pas beaucoup de nouveau sur Christophe Fassin, je vous ai dit, j'ai trouvé énormément moins d'informations. Et voilà, j'ai pas envie d'embêter ces gens, comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant une quinzaine d'années, donc j'ai vraiment pas envie de remuer tout ça pour eux. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ce que je vais vous dire d'autre, c'est que voilà, en fait, je voulais d'abord citer le GAR. En fait, donc voilà, c'est une association à but non lucratif, donc ça il faut bien le retenir, qui a vraiment s'est investi à fond dans les recherches de Christophe et de Casper. Il y a également deux autres associations à but non lucratif, retenons-le bien, qui se sont investies, vraiment super fort investies, donc des associations pour les personnes portées disparues, surtout à l'étranger. Et voilà, un grand merci à ces associations-là, parce que c'est sans leur travail, je pense que voilà, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Maintenant, où on en est aujourd'hui, je vais vous le dire tout de suite.
Les conclusions de la justice vénézuélienne sont les suivantes. Donc les garçons ont pris le sentier de la Fria, hop, ils ont campé là, et en fait ils ont posé leur tente, ils se sont établis juste à côté d'une rivière. Alors pour les autorités vénézuéliennes, ils auraient été surpris par la montée des eaux de cette rivière pendant qu'ils dormaient, et donc ces eaux auraient emporté tout leur campement, leur corps, leur sac à dos, ils se seraient noyés, et les eaux redescendant par après auraient rejeté leurs ossements, les restes de campement et le sac à dos, le fameux sac à dos. Il devait y en avoir plusieurs. Je vous dis, je n'ai vraiment pas réussi à trouver du tout de photos de ce sac à dos, de ces restes de campement. J'ai juste réussi à trouver les photos de la carte, des deux cartes, et de l'argent qu'il y avait dans le portefeuille, et je vais vous les montrer. Il n'y a pas de souci, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, donc en fait c'est la thèse, hein. La thèse officielle est là. Donc voilà, au bout d'un moment, je sais qu'il y a une des familles qui l'a accepté en disant c'est tout à fait possible que eux, quand ils étaient sur place, il n'y avait absolument pas d'eau, et que sur 10 minutes, l'eau était montée d'un mètre ou 1,50 m. Ok, je ne contredis pas ça. Maintenant, moi j'ai regardé un petit peu. C'est vrai que les mois où ils étaient là-bas sont vraiment les mois les plus vieux au Venezuela, où il peut pleuvoir beaucoup. Maintenant, je me suis renseigné dans ces années-là, au niveau de ces mois-là, et au niveau de la quantité de précipitations, l'eau peut monter de 2,50 m. 2,50 m. Et je vous cite une des familles. Les garçons étaient plus que préparés à ce voyage. Ils étaient très sportifs et non casse-cou. Ils n'auraient rien fait de dangereux. Pour moi, personnellement, je n'en dirai pas plus. Après, vous faites votre propre conclusion, on est bien d'accord. Alors, ma conclusion. Moi, je pense vraiment que ce qui me semble un peu bizarre, moi je vais vous le dire, c'est que donc si l'eau est montée, déjà ils ont été surpris, ils savent nager, mais voilà, ils sont surpris dans leur sommeil. L'eau prend la tente, elle prend le sac à dos, elle prend les deux garçons. Excusez-moi, voilà. Ils restent, voilà, autant de temps dans l'eau, ils se noient. L'eau ramène tout. Alors, de un, l'eau va tout ramener quasi au même endroit. Les restes de la tente, le sac à dos et les ossements des deux garçons qui vont vraiment être retrouvés très très proches l'un de l'autre, hein. Je dis pas qu'ils sont collés, mais très très proches. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que les deux Vénézuéliens qui soi-disant partaient à la pêche n'ont pas prévenu de leur trouvaille. Ok? Et ils prennent la carte de banque et ils prennent la carte 6, mais ils laissent l'argent liquide. L'argent liquide qui est toujours dans le portefeuille après avoir séjourné dans l'eau. Je vais vous montrer les photos du billet, vous allez me dire, on retrouve les restes de Christophe et de Casper. Donc on est bien d'accord, on les retrouve en avril 2006. Ils sont partis en novembre, hein, donc ils sont restés, donc ils ont été noyés, ils ont été mouillés, les affaires aussi, et sont restés dans la forêt, ou plutôt la jungle, pendant des mois et des mois, dans un passage où il y a quand même pas mal de gens, de passage, je vais dire d'ailleurs, et personne n'a rien vu. Les deux garçons ne vont pas à la police, c'est quand ils se font arrêter qu'ils expliquent ça. Alors moi perso, voilà. Il y a un autre élément qui me perturbe un petit peu. C'est, je vous dis vraiment, j'ai pas envie pour les familles, excusez-moi, vraiment, le masque bouge, j'ai vraiment très très chaud, je vous présente encore toutes mes excuses. Voilà, c'est que en 1997, 1998, plus ou moins, au Pico Espejo, donc justement là où le téléphérique se trouve, on a retrouvé deux cadavres, donc un en 97, je pense, l'autre en 98, d'un Vénézuélien et je pense d'un Américain. On a retrouvé deux cadavres, donc vraiment aux alentours du téléphérique, pas très loin d'où les garçons étaient. Et ces cadavres ont été retrouvés par des ouvriers du fameux téléphérique. Alors, coïncidence, pas de coïncidence, est-ce que le téléphérique était vraiment en panne à ce moment-là? Est-ce que ça a été un piège? Est-ce que... Je ne veux pas m'avancer plus. Maintenant, il faut savoir, j'ai juste pris un chiffre comme ça, que rien qu'en France, chaque année, il y a 10 000 personnes qui disparaissent dont les corps ne sont jamais retrouvés. 10 000 chaque année, c'est énorme. C'est vraiment énorme, vraiment, vraiment énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme. Hein, chaque année, c'est... Et on ne les retrouve jamais. Hein, il y a toutes les personnes qu'on retrouve, on est bien d'accord. Donc voilà. Et il faut aussi citer que depuis les années 2000 à peu près, il y a 17 Belges qui ont disparu en pays étranger. Donc voilà, que ce soit en Amérique latine, en Amérique du Sud, ça peut être un peu partout dans le monde, mais vraiment, c'est plus ou moins concentré sur ces endroits-là.
Voilà, alors parmi ces cas, je voudrais juste en citer deux vite fait parce que je vous dis, il y en a 17. J'ai regardé un peu les 17. Les 17 sont super intéressants. J'espère vraiment pouvoir faire une émission sur au moins une partie de ces personnes-là. Euh, et je vais vous en citer deux, dont un des deux dont j'ai déjà contacté la famille et j'aimerais vraiment bien faire une de mes prochaines émissions là-dessus. J'attends vraiment l'accord. C'est Théo Hayez. Alors Théo Hayez, vous en avez sûrement entendu parler. Il a disparu en 2019. C'est un jeune belge qui était parti en Australie et voilà. En fait, on l'a vu une soirée quelque part. Enfin, je vais pas vous en rentrer plus dans les détails, vous en dire plus parce que j'espère vraiment pouvoir faire cette vidéo. Et depuis, on ne l'a jamais revu. On n'a aucune piste, il n'y a rien du tout. Les recherches continuent bien entendu, mais voilà, on n'a aucune piste. La deuxième personne, c'est Vincent Lamoury. Vincent Lamoury, très jeune aussi, 18 ans, je pense, qui est parti pour les chutes du Niagara. Et on a juste retrouvé son sac à dos. C'est tout ce qu'on a retrouvé. Donc, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. On retrouve son sac à dos aux chutes du Niagara et lui a disparu. Il s'est volatilisé. Voilà, voilà. C'était juste pour vous le citer et voilà. Alors, ben voilà, donc ben, vous vous doutez bien, une fois que les restes des deux jeunes garçons sont rapatriés, ben, les cérémonies d'adieu se passe. Voilà, je vais vous mettre une ou deux photos que j'ai pu trouver de l'enterrement, je pense, de Christophe Fasseur, où on voit voilà, son papa et ses proches. Enfin voilà, vous imaginez bien l'horreur pour les proches, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, voilà, bah, écoutez, je vais terminer là-dessus. J'espère vraiment que la première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Voilà, s'il y a des choses à changer dans le décor, s'il y a des choses à changer au niveau audible. J'attendais en fait le générique avant de pouvoir la publier. Le générique est là, ça a été énormément de travail. J'ai eu beaucoup d'aide de mon épouse, que je remercie. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Merci de Mystery Story.